Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo de contre-courant avec monsieur Michel Onfray et monsieur Alain Badiou. Cet échange, ce face-à-face, est extrêmement intéressant et intéressant à observer puisque vous allez pouvoir analyser cette vidéo en essayant de ne pas se laisser gagner par l'émotion, mais de l'analyser avec du recul et voir que ce soit nos politiques, des intellectuels, philosophes, beaucoup de personnes recherchent des solutions à un problème, à un gros problème qui est en fait un problème scientifique et qui est essentiellement de la psychologie et qui est lié aussi à notre manque de spiritualité. Puisque la spiritualité, pour ma part, elle me permet de croire en Dieu, donc de ne pas me prendre pour Dieu, elle me permet de m'intéresser à l'univers, donc d'avoir une façon de penser plutôt universelle. Ma croyance, elle me permet de me développer spirituellement, de quitter les aspects du corps, les aspects animaux, les aspects de la pulsion, et d'être plutôt dans l'esprit et dans la réflexion. Aujourd'hui, on pourrait parler de personnes croyantes et non croyantes, alors qu'en réalité, dans tout ça, il n'y a que des croyants. Simplement, il y a des personnes qui croient en certaines choses, et puis d'autres personnes qui vont croire en d'autres choses, mais qui en réalité sont des croyances. Puisque vous allez croire, par exemple, vous allez avoir vos dieux, ça peut être des acteurs de cinéma, des sportifs, ça peut être des politiques. Vous allez avoir toutes sortes de croyances et une façon d'aborder la vie, mais toujours faite de croyances. C'est ce que vous vous imaginez d'être juste de la vie, c'est etc., etc. Alors on pourrait développer là-dessus. En tous les cas, nos problèmes qui soient économiques, qui soient politiques, qui soient sociaux, peu importe nos problèmes découlent systématiquement de la nature humaine et en fait d'aspects psychologiques. Alors on voit toutes ces personnes qui recherchent des solutions, par exemple dans des partis politiques. Peut-être que si nous étions communistes, ou peut-être que si nous étions de droite ou de gauche. Mais à la tête de ces partis politiques, il y aura toujours des êtres humains et des états d'esprit. Donc que ce soit dans la perversion narcissique, en famille, en politique, en économie ou dans tous les domaines, nos problèmes découlent toujours d'un état d'esprit et nous pouvons voir à quel point tout le monde est perdu puisque nous ne voulons pas mettre de science, nous ne voulons pas mettre de psychologie face à nos problèmes en fait, pour répondre à nos problèmes. Nous allons chercher des réponses partout, dans l'histoire, chez des écrivains, dans toutes sortes de références. Nous avons donc des problèmes qui sont d'aspect scientifique. C'est aussi pour ça que je parle dans mes vidéos et dans mon mouvement citoyen de mettre de véritables spécialistes, des personnes d'un certain âge, des personnes avec du vécu et surtout des personnes dans un certain état d'esprit. Donc voilà, cette vidéo est intéressante à observer, à analyser, pour que vous puissiez comprendre que la majorité aujourd'hui des personnes qui ont la parole sont en fait tous les uns plus perdus les uns que les autres. En fait, il n'y a pas de... On n'arrive pas à trouver cette solution, on n'arrive pas à comprendre. Et on n'arrive pas à comprendre les intérêts de la spiritualité. Si nous n'arrivons pas à les comprendre, c'est que malheureusement, la pauvreté de cette spiritualité ou de ceux qui la pratiquent de la mauvaise façon, ne nous permet pas d'avoir une pensée universelle et ne nous permet pas d'accéder à cette psychologie, puisque la plupart d'entre vous qui arrivez sur mes vidéos, vous arrivez parce que vous êtes perdus et vous commencez à découvrir ces aspects des sciences et vous commencez à voir l'invisible, puisque l'invisible deviendra visible. Alors je vous invite à regarder cette vidéo, à l'analyser, faites-le avec beaucoup de recul, et vous verrez que tous nos problèmes en fait se cachent derrière des sciences. Aujourd'hui, si vous vouliez être pilote d'avion, vous auriez des tests psychologiques à passer. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de métiers qui nécessitent un certain état d'esprit, et qui ne nous mettent d'ailleurs pas complètement à l'abri, puisque vous avez vu que le dernier pilote qui a été écrasé avec les passagers avait des problèmes psychologiques. Maintenant, ces problèmes sont relativement rares, puisque, si vous voulez par exemple travailler dans l'aéronautique, les aspects de la psychologie sont quand même surveillés. Et il y a beaucoup de métiers comme ça, mais par contre, vous pouvez devenir président de la République, être complètement vide, être dans l'ego, dans l'émotion, être dans les discours, les cérémonies, et n'avoir véritablement rien à offrir, juste parce que vous avez les moyens financiers, vous avez les moyens d'exister au travers des médias, et vous n'avez absolument rien apporté à votre peuple. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo avec ces deux personnages que j'apprécie beaucoup.
Bonjour, bienvenue dans Contre-courant, l'émission à retrouver désormais chaque mois en présence d'Alain Badiou sur Mediapart. Aujourd'hui, nous recevons Michel Onfray, fondateur de l'Université populaire de Caen, auteur de nombreux ouvrages, depuis Le ventre des philosophes jusqu'à plus récemment un hommage à Albert Camus, L'ordre libertaire. Et puis, comment ne pas évoquer aussi les nombreux livres polémiques régulièrement publiés par Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole en 2010, véritable brûlot anti-psychanalytique étant le plus fameux d'entre eux. Aujourd'hui au programme, les mésaventures de la gauche au pouvoir, les alternatives à lui proposer aujourd'hui, la pertinence ou non de l'idée de révolution dans la situation actuelle, les alternatives politiques, la façon de faire autrement de la politique sans nécessairement prendre l'État, ainsi que le réclamait Proudhon, cher à votre cœur, Michel Onfray, autant de sujets qui seront âprement discutés aujourd'hui, car nos deux intervenants sont souvent en face à face sur ces affaires et que l'heure que nous allons passer ensemble promet d'être très disputée. Michel Onfray, au sujet de la récente nomination de Manuel Valls en tant que Premier ministre, vous avez eu un mot assez dur. Valls, Sarkozy le voulait en 2007, Hollande l'a pris en 2014. Est-ce que c'est cela, finalement, aujourd'hui, à vos yeux, le plus désespérant peut-être dans la politique française, cette impression qu'il y a une continuité totale entre politique de droite et politique de gauche, et en définitive que nous sommes soumis à ce que quelqu'un comme Emmanuel Todd a pu appeler l'alternance unique? Ce qui est désespérant, c'est que le mécanisme de la Ve République fait que ne peuvent alterner au pouvoir que deux versions du libéralisme. Une version dite de gauche, une version dite de droite. Moi, je suis un anti-libéral absolu, donc je persiste à croire qu'il n'y a ni gauche ni droite dans cette aventure et que la gauche libérale n'est pas une gauche. La gauche qui m'intéresse n'est pas forcément celle d'Alain Badiou, c'est pas non plus celle de Jean-Luc Mélenchon, même si j'ai de la sympathie pour cet idéal. Je persiste à considérer effectivement que la fraternité, l'égalité, le souci des petits, des sans-grades, des gens oubliés, le souci du peuple, ça doit faire une politique. Ça, je persiste à croire ça et je pense que nous avons ça en commun. Maintenant, je pense qu'on peut différer sur les moyens. Et je pense que les moyens sont aujourd'hui soit du côté du bureau de vote et je pense qu'on n'obtiendra jamais une révolution ou un changement sur ce terrain-là ou ailleurs et autrement. Et de fait, la révolution est possible et pensable, j'y crois, mais je ne crois pas à la révolution, je dirais, massive, étatique, encore moins internationaliste, sûrement pas prolétarienne. Cette révolution-là, elle est assez idéaliste, à mon avis, et je crois aux micro-révolutions. Et vous avez parlé de Proudhon, et de fait, il y a chez Proudhon une proposition pour des micro-révolutions qui sont éminemment pragmatiques. Donc je ne suis pas pour un communisme idéal ou idéaliste, mais je pense à un communisme possible, pragmatique, dans la réalisation de la coopération, de la mutualisation, dans les micro-résistances qui peuvent exister ici, là ou ailleurs. C'est ça que je ne crois pas que le combat politique se mène aujourd'hui dans les bureaux de vote, mais il peut se faire ici et maintenant, discrètement, là où les gens sont souvent dans des associations, par exemple. Oui, il y a un point négatif avec lequel je suis d'accord avec Michel Onfray. C'est en tout cas que ce n'est certainement pas par la procédure parlementaire dominante aujourd'hui qu'une transformation importante, étendue ou réelle même de la société est possible. Je suis d'accord aussi pour dire que le concept de gauche, dans sa définition contemporaine, est un concept usé, puisque en effet il s'agit de deux variantes d'acceptation du libéralisme. Donc sur tous ces points nous consonnons. À partir de quoi je suis évidemment beaucoup plus réticent sur le reste. L'idée de micro-révolution est une idée qui a en effet toute une histoire. On la trouve chez Proudhon, elle a été relayée beaucoup plus récemment par Deleuze, par exemple, qui soutenait la thématique selon laquelle tout ce qui était molaire, global, devait être soupçonné d'autoritarisme ou en tout cas d'ensevelissement de différences véritables ou de différences réelles. Pour ma part, je pense que ce qu'on appelle les micro-révolutions sont des pratiques tout à fait respectables et possibles. J'en connais un certain nombre, j'ai même participé à un certain nombre d'entre elles, mais à mon avis, elles n'ont rien à voir avec ce que je considère être la politique. Et que la politique, c'est véritablement
la relation des masses populaires, dans leur levée, dans leurs mouvements, dans leurs inventions, avec l'idée générale d'une transformation de la société globale. Et en ce sens, je maintiendrai révolution dans sa signification primitive, à savoir l'idée que on peut parfaitement imaginer, construire, déployer une société qui ne soit pas comme la société libérale, la proie de l'appropriation privée. Et par conséquent, en fin de compte, la proie d'une oligarchie extrêmement restreinte, puisque, rappelons-le, ce sont des chiffres tout à fait officiels, on est dans un monde où 10% de la population mondiale possède 86% des ressources mondiales. L'inacceptation de ce point ne peut pas se résoudre à un niveau de micro-organisation des luttes et des combats. Et je pense qu'il y faut bien d'autres ressources. La ressource d'une idée globale. Le mot idée, nous y reviendrons peut-être, n'est pas nécessairement idéaliste, pas une conception matérialiste de l'idée. Une idée globale, une idée générale, une vision stratégique. Je pense qu'on ne peut pas unifier, même à un niveau restreint et limité, les gens sans qu'ils soient dans le partage d'une idée stratégique, d'un côté, et de l'autre, eh bien, l'organisation des moyens nécessaires pour combattre les ennemis, parce que ce qui caractérise la politique, et en particulier la politique d'émancipation, dont nous partageons le vœu, c'est qu'elle a des ennemis féroces, nombreux, bien organisés, et que le combat contre ces ennemis, l'expérience historique le montre, est extrêmement complexe, difficile. Et enfin, et je terminerai sur ce point, il est manifeste que même dans des situations relativement restreintes, la seule force de ceux qui sont démunis, qui sont les plus nombreux et de loin, démunis de capitaux, démunis d'armes, démunis de police à leurs ordres, démunis de mouchards à leur service, ceux qui sont démunis de tout cela, eh bien, n'ont comme force, l'expérience le montre, que leur discipline. Et la politique, c'est effectivement la possibilité d'une discipline nouvelle, d'une discipline neuve, permettant à ceux qui sont les plus faibles et les plus démunis de l'emporter sur ceux qui sont les plus forts et les plus dominants. Voilà. Et encore une fois, ça n'est pas contraire aux tentatives locales de transformation, mais ça devra les envelopper malgré tout. Vous avez absolument raison. Voilà pourquoi je pense que le dernier Proudhon est intéressant, qui réhabilite l'État. C'est-à-dire que ma perspective libertaire n'est pas anti-étatique. Je pense qu'on ne peut pas penser l'État sur le mode hegelien comme une espèce d'idée pure. C'est un instrument qui peut servir plusieurs causes. Et l'État peut servir une cause libertaire. De fait, vous avez raison, on ne va pas être angélique. On sait qu'il y a une résistance, il y aurait une résistance des possédants, des propriétaires, de la police, de l'armée, du capital, etc. On est d'accord là-dessus. Et moi, je pense que l'État peut exister comme une garantie libertaire. En ce sens, on peut passer du local au global, on peut passer du micrologique au macrologique, on peut passer du petit au grand. Je pense que les fédérations immanentes de tout ce qui peut être coopération, mutualisation, résistance ici et maintenant, voire révolution concrète. Vous écrivez, vous dites la révolution, moi je dis les révolutions, mais bon, je pense que ces révolutions, elles peuvent être garanties par un État libertaire. C'est l'État, bien sûr, vous avez raison, qui rend possible l'opposition, amis-ennemis, enfin les adversaires, auxquels on ne répond pas en disant nous avons, je sais pas quoi, planté notre champ en bio. On imagine bien que les propriétaires, ça ne leur suffira pas. Donc je pense qu'on doit pouvoir penser l'État dans la dernière formule de la théorie de la propriété de Proudhon, le dernier Proudhon. Ça me paraît plus intéressant que l'idée angélique qu'il suffirait de faire des micro-révolutions pour que tout se passe naturellement et simplement. Oui, alors, vous introduisez là le concept qui porte une nouvelle difficulté avec l'intervention de l'État. Parce que la question de savoir si on déploie la politique à un niveau global ne signifie pas nécessairement que ce niveau soit celui de l'État. Vous savez comme moi que Marx a proposé comme but stratégique ultime de la politique le dépérissement de l'État, donc la possibilité d'une société qu'il appelait une société de libre association, dans laquelle d'une certaine façon le caractère séparé de l'État disparaissait. Et d'autre part, il a aussi affirmé que la caractéristique principale du militant révolutionnaire, c'était l'internationalisme dont vous avez dit tout à l'heure, et il me semble l'avoir entendu, que ça ne faisait pas partie de vos catégories. Et donc, je me demande exactement de quel État vous parlez, parce que si l'État est défini comme un instrument centralisé et séparé de la société civile de coercition, je ne pense pas qu'il puisse garantir des micro-révolutions libertaires.
Je vous poserai donc la question, en quelque manière, pour relancer notre discussion. Quelle figure voyez-vous à cet État nouveau qui pourrait fonctionner comme garantie de ce qui, en un certain sens, justement, essaie d'exister indépendamment, à côté ou en dehors de l'État? Au fond, c'est quand même un État qui, d'une certaine manière, est aussi un non-État, non? Oui, si effectivement la mesure de l'État, c'est la mesure hegelienne, c'est pas un État, on est d'accord, c'est un État qui serait l'occasion de garantir les fédérations, les mutualisations, les coopérations. Ce serait un État qui garantirait l'immanence. Donc pas du tout un État qui serait dans une logique de transcendance, avec une espèce d'imposition de la loi qui viendrait du sommet, parce que ce sommet lui-même aurait une relation particulière avec l'idée ou avec l'idéal. Je crois simplement qu'on peut faire remonter de manière franchement immanente des autogestion qui permettrait, comme on autogère une municipalité, moi je crois au communalisme libertaire, j'y crois, c'est possible. On peut imaginer un régionalisme libertaire, on peut aussi imaginer je sais que le mot ne vous conviendra pas, mais je dirais une nation aussi, qui serait une nation libertaire, donc un État qui serait aussi libertaire. C'est-à-dire on ferait procéder à partir des logiques d'autogestion, des logiques de vote et d'élection. Je pense qu'on peut penser à un certain type de mandats, qui seraient des mandats qu'on pourrait reprendre si la représentation n'était pas effective, pour obtenir une espèce de parlement, qui serait un parlement autogestionnaire, autogéré aussi, et qui pourrait s'appeler État, et qui serait bien sûr un non-État, si le modèle, c'est le modèle hegelien, bien sûr. Michel Onfray, peut-être pour revenir à la situation politique concrète présente et aux moyens d'agir sur elle. Vous évoquiez tout à l'heure la sympathie générale que vous avez pour la gauche antilibérale. En tout cas, cette sympathie-là, on ne la sent pas vraiment à l'égard de ces incarnations. Je pense évidemment aux critiques très virulentes que vous aviez formulées à l'égard de Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de l'élection présidentielle. Je parle d'ailleurs plutôt de celle de 2007. Vous aviez évoqué les rapports troubles de Jean-Luc Mélenchon avec les régimes castristes, avec le régime chinois aussi, sa position par rapport à la question du Tibet. Et en définitive, vous aviez choisi de rompre, en tout cas au niveau du vote, avec le Front de gauche, sur la question du totalitarisme, en définitive, et vous aviez choisi de faire du Front de gauche, en définitive, une des dernières incarnations, un suppôt contemporain d'une sorte de figure totalitaire. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en faisant ça, de désarmer d'une certaine façon la dernière force, la seule pour l'instant dans le pays, qui essaye en effet notamment sur la question européenne, d'être en lutte contre l'ordre libéral? Et est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter? Il ne faut pas confondre Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche, le parti communiste et le Front de gauche. Il y a un ensemble dans cette histoire qu'il faudrait séparer. Moi, l'idéal du Parti communiste, enfin un certain nombre des idées du Parti communiste ne me gênent pas, ça me convient tout à fait. Le parti de gauche, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche, c'est devenu Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon est devenu Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et donc je ne suis pas bien sûr que cet homme qui parle au nom du peuple soit si soucieux du peuple que ça. Alors on peut me reprocher de faire le jeu de la droite parce que je ne ferai pas le jeu de Mélenchon, mais est-ce que Mélenchon, en faisant son propre jeu, ne fait pas le jeu de la droite lui aussi? On peut aussi poser ces questions-là. Une partie du projet politique de Mélenchon ne me gêne pas. Ce qui me gêne, ce sont humainement ses références à Robespierre, ses références à un certain type de révolution française, à une révolution française qui n'est pas la mienne, jacobine, centralisatrice, étatique, très décisionnelle à partir du haut et de l'homme providentiel. Et puis cet homme, effectivement, nous a fait savoir qu'il aimait tous les régimes dictatoriaux, pourvu qu'ils soient prétendument de gauche ou anti-américains. Et de fait, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui dire qu'on est du côté du peuple et qu'en même temps on soutient Cuba, qu'on soutient le Tibet occupé par la Chine, qu'on soutient Ahmadinejad parce qu'il est un ennemi d'Israël et que Ahmadinejad nous dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Je me dis effectivement, je ne peux pas soutenir cet homme-là. Mais est-ce que ça n'est pas lui qui fait le jeu de la droite en ne permettant pas à la gauche d'avoir une voix qui serait débarrassée de tous ces vieux oripeaux avec une espèce de fascination pour le totalitarisme qui me gêne? Oui, bien sûr. Oui. Je vous passe la parole alors, mais en laissant de côté la question de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas le souvenir non plus de vous avoir vu demander une sorte d'amendement du Front de gauche ou que vous ayez souhaité, dans les dernières années, en tout cas, avoir un dialogue avec eux et éventuellement les amener
Mais a évolué sur le cette dialogue, moi, affaire. je l'ai eu avec Jean-Luc Mélenchon en tête-à-tête dans un restaurant où nous avons parlé, où il m'a dit des choses très en contradiction avec ce qu'il dit un peu partout depuis. Donc quand j'ai fait ce texte qu'effectivement le Nouvel Observateur a publié, j'étais pas dupe du fait que ça rentrait dans une logique électoraliste pour le Nouvel Observateur. Il est entré dans des colères furieuses et il n'est pas du genre à s'amender, il n'est pas du genre à discuter, il est plutôt du genre à invectiver ou à insulter ou à faire insulter. Donc moi je suis preneur d'un débat. Alain Badiou accepte le débat, d'ailleurs je l'en remercie. On n'est pas d'accord, on peut débattre, dire qu'on n'est pas d'accord, sans s'insulter, sans se mépriser, sans se traiter de nom d'oiseau. Moi, j'étais preneur d'un amendement sur ce sujet, mais je pense que de toute façon, le Parti communiste y revient, enfin, en revient de cette histoire. Jean-Luc Mélenchon lui-même change de stratégie. Maintenant, il va voir du côté de l'écologie. C'est quand même un homme qui a voté oui à Maastricht, qui a été pendant des années un apparatchik du Parti socialiste, qui, parmi ses fascinations, nous dit que Mitterrand est toujours pour lui un grand homme. Pour moi, c'est une catastrophe, Mitterrand. Enfin, je persiste à penser que le problème n'est pas ce que j'aurais dit du Front de gauche, mais ce que Jean-Luc Mélenchon fait du Front de gauche, à savoir une espèce de rassemblement qui fonctionne plus au ressentiment. C'est plus une gauche de ressentiment qu'une gauche qui serait susceptible d'apporter du bonheur, allons-y pour ce gros mot, mais du bonheur au peuple ou aux gens les plus éprouvés par le libéralisme. Oui, moi j'ai l'impression de me situer à une distance assez considérable de ce type de débat. Parce que je pense que l'état des forces révolutionnaires, émancipatrices, etc., est aujourd'hui, non seulement à échelle française, mais dans le monde, absolument désastreux. Et donc je pense que nous sommes beaucoup plus dans une situation comparable à ce qui a suivi, aux décennies qui ont suivi la révolution de 48 au XIXe siècle, c'est-à-dire que notre tâche, c'est de reprendre les choses depuis une forme de commencement. Alors évidemment, les discussions sur les particularités de Mélenchon, ou les discussions, y compris sur la valeur intrinsèque des micro-résistances ou des micro-insoumissions ici ou là, c'est un matériau tout à fait utile, mais il n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'exige la situation, absolument pas. En vérité, nous sommes dans un moment où, suite au désastre des États socialistes, quelque chose d'essentiel au niveau de la pensée révolutionnaire mondiale est en jeu, qui concerne à la fois la philosophie, la politique, les formes d'organisation. Nous devons reconstruire une perspective stratégique qui est entièrement ruinée. Alors ça ne peut pas commencer par la question des mérites des uns et des autres dans le petit marigot de la politique française, franchement. Hein. En vérité, il faut commencer par où Marx avait commencé, c'est-à-dire un mélange de considérations philosophiques d'un côté, sur la procédure subjective et pensable d'une émancipation radicale. Deuxièmement, une analyse de la société contemporaine dans ses mécanismes dominants et dans le processus de la domination installée. Et troisièmement, dans les questions d'organisation. Alors sur ces trois points, moi j'ai des positions embryonnaires, je le dis tout à fait, parce que c'est un commencement. J'ai des positions embryonnaires et qui me paraissent simplement définir une espèce de cadre d'investigation qui peut parfaitement d'ailleurs être collectif ou partagé. Sur le premier point, je pense que nous avons besoin d'une sorte de reformulation, de réajustement, de modification interne de ce qui a quand même été le cadre général de la pensée révolutionnaire depuis le XIXe siècle, à savoir la pensée dialectique. Et sur ce point, je pense que le bilan à faire, c'est la faiblesse d'un maniement unilatéral de la catégorie de négation. Au fond, les idées de rébellion, de révolte, d'insoumission, de résistance, tous ces rés, en quelque manière négatifs, me paraissent à la fois nécessaires et évidents lorsque le mouvement de masse se met en mouvement, lorsqu'on proteste contre ceci ou contre cela, quand on dit Moubarak dégage, ou quand on crie son hostilité à Sarkozy. Mais l'expérience a montré qu'il n'est pas vrai que la négation porte la construction. Ça n'est pas vrai. En vérité, c'est le contraire. Il faut un élément affirmatif originaire à l'intérieur duquel on va faire jouer la négation dans ces perspectives. Donc, ça, ce serait la première tâche, un réajustement de la pensée dialectique, en maintenant qu'elle est une articulation de la négation et de la proposition, de la négation et de la construction, mais en faisant le bilan, finalement largement contestable d'une sorte d'apologétique de la négation qui a constitué une grande partie du mouvement révolutionnaire jusqu'à aujourd'hui. Sur le deuxième point, je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qu'est le capitalisme mondialisé aujourd'hui.
Et au fond, c'est aujourd'hui que nous savons vraiment ce qu'était ce fameux marché mondial dont parlait déjà Marx. De ce point de vue-là, sa puissance d'anticipation était tout de même absolument remarquable. Nous savons aujourd'hui ce que c'est que les procédures par lesquelles le capital investit dans les moindres canaux et les moindres situations géographiques la totalité de l'univers. Nous savons aussi ce que veut dire le modelage des subjectivités par le marché. Nous avons une expérience là-dessus qui était incomplète dans les périodes précédentes. Et nous savons en particulier qu'il faut se méfier de l'usage de la catégorie d'individu. Ça, c'est un point de discussion que j'aurai avec vous, parce que la catégorie d'individu, c'est la catégorie basique du libéralisme lui-même, et en particulier, non seulement la catégorie d'individu, mais la catégorie de l'individu associée à l'idée que l'individu ne poursuit jamais rien d'autre que sa jouissance personnelle. Et la capture des sujets par le marché mondial, elle est entièrement fondée sur cette vision, à mon avis erronée, de ce qu'est un sujet, de ce qu'est un individu, de ce qu'est en définitive l'acteur final de la vie politique. Et enfin, sur le troisième point, je pense que nous ne pouvons travailler qu'à une échelle internationale, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'englobe pas, elle n'investit pas, elle n'irrigue pas l'ensemble des situations locales, tout simplement parce que la puissance organisée, en dernier ressort criminel du capitalisme mondialisé, est à cette échelle-là. Et je ne crois pas que nous puissions nous opposer à cette domination aujourd'hui planétaire par la pulvérulence d'un certain nombre de situations localisées, et que par conséquent, notre tâche, c'est de reconstruire, je ne dis pas une internationale, parce que le mot est tellement fatigué après la série des internationales trotskistes que je ne voudrais pas en ajouter une, 5 bis, 6 bis ou 7 bis, mais une organisation qui soit à la hauteur de ce qu'il faut bien appeler le désastre contemporain. Ce retour de l'épithète communiste, Michel Onfray, comment vous le... Je ne dis rien sur la négation, l'individu, le libre du capital. Oui, vous dites... Oui, le retour de l'idée communiste et justement l'idée de tout reprendre et de refonder, même si Alain Badiou refuse l'idée, mais une internationale. Comment... Oui, non, mais moi je préfère nettement ce que j'entends à ce que j'ai lu. L'idée d'un communisme qui aurait été totalement épargné par la réalité communiste des pays de l'Est, ça je n'y souscrivais pas. L'idée que le communisme est une idée dialectique, une pensée dialectique et qu'il faut repenser le statut de la négativité dans la dialectique, ça j'y souscris absolument. Absolument. Et je pense que vous avez raison de dire que la négation, la négativité n'est pas une positivité en soi. Que c'est un moment dialectique, on est tous d'accord. Et d'autant qu'on est d'accord, vous et moi, et nombre de personnes, y compris Jean-Luc Mélenchon et d'autres, sur le constat de ce qui est. On est d'accord là-dessus. Donc repenser la dialectique, je suis entièrement d'accord avec vous sur cette proposition-là. Sur l'idée du capital, du capitalisme et de l'individu, alors là, je ne suis pas d'accord. Je pense effectivement que la garantie libertaire, c'est l'existence de l'individu. La question du sujet dont vous avez parlé supposerait que peut-être nous consacrions même une heure entière à ce qui fait le sujet. Je ne crois pas effectivement au sujet cartésien, au sujet classique, mais je pense que le sujet freudien ou lacanien, en tant qu'il est une inversion du sujet cartésien, reste quand même le doigt d'un même gant. Et qu'il faudrait repenser le sujet et la subjectivité, non pas en regard du vieux sujet cartésien ou du vieux sujet freudien, mais probablement en regard d'un sujet darwinien. En ce sens, je pense que Darwin fait exploser aussi bien Descartes que Freud sur ce sujet-là, et qu'il nous faudrait penser la catégorie d'individus dans des logiques éthologiques. Nous sommes des mammifères, la leçon de Darwin en 1859, ça reste quand même ça. Donc, que l'individu existe, qu'il soit quelque chose qu'il faut penser en dehors de la catégorie du sujet classique et occidental, entièrement d'accord. Et qu'il faudrait là aussi refonder un sujet contemporain, entièrement d'accord aussi. Mais que les libéraux aient fait savoir que nous étions motivés par notre propre intérêt, je pense qu'ils ont raison de le dire, non pas parce qu'ils sont libéraux, mais simplement parce que Darwin en fait la démonstration, même si les choses ont été dites avant par La Rochefoucauld et par les grands moralistes français du XVIIe siècle. Oui, d'accord avec vous sur l'idée qu'il faudrait repenser la dialectique, repenser aussi la catégorie du sujet et son articulation dans une perspective qui nous permettrait d'envisager, troisième plan que vous aviez distingué, l'internationalisme. Parce que de fait, ça nous distingue. Moi, je crois que la tâche révolutionnaire est déjà tellement complexe.
localement, régionalement ou dans la perspective moléculaire que l'idée de pouvoir penser la révolution planétaire dans des pays où il y a des puissances comme l'islam. Je pense que l'islam est une force aujourd'hui planétaire et qu'il y a une espèce de communauté virtuelle, l'Oumma, avec laquelle il nous faudrait entrer en relation, et sûrement pas dans une relation dialectique telle que l'Occident le perçoit. Je pense que si nous voulons, là encore, refonder un internationalisme, il ne faut sûrement pas le penser en termes d'étincelles qui mettraient le feu à toute la plaine planétaire. Parce que là, ça reste un point noir de ma pensée. De fait, je me dis, quand je fais le tour du monde, que je fais des conférences ici, là ou ailleurs, je suis au Congo la semaine dernière, je suis aux Émirats dans une quinzaine de jours, je me dis, mais comment peut-on être internationaliste ? Quand nous voudrions aujourd'hui exporter une révolution ou l'idée qu'il faudrait en finir avec le capital et le capitalisme dans sa formule libérale, comment fait-on pour aller jusqu'au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie ou ailleurs ? J'avoue qu'effectivement, moi je défendrais peut-être l'idée d'un nouvel internationalisme. Ça, je crois que ça pourrait être pensé ou pensable, en commençant par exemple parce que Bourdieu, le dernier Bourdieu, disait quand il envisageait déjà une perspective européenne. Moi je pense que nous ne sommes pas assez européens parce que l'Europe est une idée confisquée par le libéralisme et qu'il nous faudrait faire une vraie proposition qui ne soit pas une Europe des nations, mais peut-être une Europe avec un parlement d'intellectuels qui permettrait, comme ça a fonctionné au XVIIIe siècle, aux intellectuels de faire fonctionner leurs idées et d'exister avec des organes communs. Ça pourrait être, je sais pas quoi, une université, un parlement d'intellectuels qui pourrait, quand je dis des intellectuels, c'est pas seulement des professionnels de l'idée ou pas forcément des auteurs, mais je songe à des syndicalistes. Moi, je crois à la perspective anarcho-syndicaliste aussi. Et je pense que ce nouvel internationalisme est à fonder, bien sûr. Oui, vous voyez ce qui me touche de ce que vous dites, c'est la manière dont des désaccords qui peuvent apparaître extrêmement conceptuels. Je crois que le noyau de notre désaccord, c'est sur individu et sujet en dernier ressort, peut-être sur vérité. Enfin bon, on va pas faire, on n'a pas le temps de faire des leçons complètes sur ce point, évidemment. Mais comment ça, qui paraît très conceptuel, affecte aussi immédiatement l'expérience ? Parce que moi aussi, je fais le tour du monde, et quand je reviens de mes expéditions en Corée, en Turquie, en Argentine, je me dis comment se fait-il que nous ne soyons pas internationalistes ? Je me dis pas du tout comment se fait-il, comment pourrions-nous l'être ? Je me dis au contraire, il y a ce qui me frappe, en dépit de l'existence de l'islam, qui est en partie aussi un motif de mobilisation de la droite libérale. Hein. C'est aussi un motif comme ça de suscitation fétichiste d'un adversaire en partie imaginaire. Mais même avec tout cela, ce qui me frappe, moi, c'est l'homogénéité extraordinaire du monde contemporain. C'est que quand vous êtes dans une réunion à Séoul, ou quand vous êtes dans une réunion dans le sud de l'Argentine, ou quand vous êtes en Turquie, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Dans des réunions. Ça se ressemble. Mais des réunions qui sont toujours branchées sur le monde extérieur, branchées sur ce qu'on voit, branchées. Moi, quand je suis allé à Séoul, j'ai aussi visité des villages industriels, j'ai parlé avec des ouvriers immigrés du Bangladesh, etc. Quand je dis des réunions, ce sont des réunions d'enquête, disons, pour employer le vocabulaire militant. Eh bien, moi, je pense que cette homogénéité est une homogénéité qui s'est établie et qui s'est construite du point de vue de la logique de nos adversaires, mais je pense que nous pouvons déployer une contre-logique. Et cette contre-logique, je pense qu'il faut qu'elle soit originairement internationale. C'est-à-dire que ça ne soit pas une construction par émergence du bas vers le haut, qui était votre mouvement initial. Moi, je ne crois pas, franchement, à ces émergences du bas vers le haut. Je pense que les choses se constituent par noyaux, et que ces noyaux, au contraire, sont dans une logique de diffusion et non pas dans une logique d'ascension. Par ailleurs, je reviendrai quand même sur individu et sujet. Moi, je ne suis pas du tout du côté du sujet cartésien. Pour moi, le sujet, c'est un sujet qui est un sujet en processus et qui est lié au développement effectif d'un certain nombre de choses, de création politique, de création artistique. Mais je crois que c'est absolument distinct de l'individu. Au fond, vous êtes darwinien, en effet. Ça, je suis heureux de l'entendre. C'est-à-dire que pour vous, en définitive, fondamentalement, l'homme est un animal. Or ça, moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une discontinuité anthropique, si je puis dire, de l'existence, et en particulier le fait que dans la constitution symbolique et réelle du sujet, le rapport à l'autre est constitutif. Et ce rapport à l'autre est constitutif, non pas seulement en vue des intérêts, des satisfactions et des jouissances, mais il est constitutif
en vue de la construction du sujet lui-même. Et de ce point de vue-là, en politique, pour y revenir, il y a un sujet libéral qui ressemble fort à votre individu. Malgré tout, vous le partagez avec le libéralisme, cet individu intéressé, cet individu qui finalement est défini par son rapport à ses possibles jouissances. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je pense que l'individu, au fond, c'est une entité assez creuse, assez uniforme, en effet, assez indistinguable, et que le sujet, c'est tout autre chose. Le sujet, c'est ce qui s'engage dans une signification, un processus, une création, un rassemblement, une vision des choses, qui a une touche d'universalité. Voilà. Qui a une touche d'universalité, et c'est ce qui fait qu'il y a un écart toujours problématique entre individus ou les individus et le projet qu'ils portent dans cette direction à signification universelle. S'il n'y a pas ça, je pense que, en effet, la politique peut être réduite au système négatif des expériences locales. D'ailleurs, votre traité qui est là sur la table, il s'appelle traité du rebelle. Oui, politique du rebelle, théorie de la résistance et de l'insoumission. Donc, il est entièrement dans la part négative de la dialectique. Deux mots sur le darwinisme quand même, parce que quand on pense Darwin, on pense darwinisme. Quand on pense darwinisme, on pense à ce que Spencer en a fait, et ce que surtout les darwiniens de droite ont fait de Darwin. Et Darwin n'était ni de droite ni de gauche. Il y avait simplement chez Darwin matière à faire... Non mais je le précise pour nos auditeurs, pas pour vous qui savez ces choses-là. Mais je veux dire qu'il y a aussi chez Darwin de quoi faire un darwinisme de gauche. Je songe à Kropotkin, et au texte que Kropotkin écrit, qui s'appelle L'entraide, et qui fait la démonstration qu'il y a chez Darwin une théorie aussi de l'individu qui est dans l'entraide. L'individu libéral est un individu sauvage qui n'est pas dans l'entraide. Moi, ça n'est pas mon individu. Quand vous dites que j'ai en commun cette définition de l'individu avec les libéraux, sûrement pas. Avec les libertaires, oui, absolument. C'est-à-dire que le libéral ne prend pas en considération le fait que l'entraide fasse aussi partie de la logique de la sélection des espèces. Darwin nous dit, voilà, il y a des animaux qui cèdent. Et nous sommes des animaux qui sommes capables de nous aider. Et en ce sens, je m'inscris en faux contre un darwinisme qui ne serait que libéral, qui ne serait que spencerien. Moi, je suis dans une logique libertaire d'un darwinisme social, de gauche, qui suppose l'entraide, le partage, la communauté. Nous sommes des animaux capables d'aider d'autres animaux. Oui, mais simplement pour ponctuer ce point-là, les libéraux ont toujours admis qu'il fallait une dose raisonnable d'entraide et de charité, hein. Moi, je ne parle pas de l'entraide. L'idée du partage d'un projet commun à signification universelle, ce n'est pas de l'entraide à proprement parler. C'est pas réductible. Ça n'est réductible à aucune des catégories de la biologie animale collective. C'est une signification purement humaine qui est que nous avons rapport à l'universalité d'un certain nombre de choses, notamment en politique, et que ça n'est pas réductible à un sentiment à la fois de pitié, d'entraide, d'aide, de soutien. Tout cela, je pense, tout cela est infrapolitique, absolument. Et pour accéder à la politique proprement dite, il faut quand même l'hypothèse d'un sujet constitué différemment. Enfin voilà, c'est une ligne de front. Revenons à une question que vous venez d'aborder tous les deux de biais, la question de l'islam. Et qui, Alain Badiou, et je pense tout sauf une question résiduelle pour Michel Onfray, et puisque vous en faites même, si je vous ai bien compris, un point d'achoppement à l'idée d'un internationalisme et en définitive une des incarnations du fait que l'unification humaine sera très difficile. Dans un livre paru assez récemment, en 2012, Rendre la raison populaire, vous êtes même allé jusqu'à soutenir, Michel Onfray, que possiblement, à un horizon pas si éloigné, puisque je crois que vous parliez d'à peu près 50 ans, l'Europe et la France a fortiori risquaient de se voir possiblement islamisée. Et vous en faisiez une possibilité... un risque. Pas dans les 50 ans. Non. Si certains combats laïques, qui sont ceux que vous menez, notamment, et comment, depuis le traité d'athéologie, si certains défis ne sont pas relevés dans notre pays. Ça, je crois ne pas vous trahir sur ce plan. Raison, ouais.
Est-ce que c'est vrai que ce genre d'affirmation, on sait bien à quel point elles sont controversées aujourd'hui, et pour une raison très simple, c'est que malgré vous, elles sont utilisées par toutes sortes de nouveaux militants identitaires qui ne servent certainement pas la cause de la gauche antilibérale. Ça, c'est vrai que c'est un bruit maintenant qui vous escorte un petit peu depuis quelque temps. Je voulais simplement avoir votre sentiment à ce sujet, savoir si c'est quelque chose qui ne vous détourne pas de ce que vous avez à dire, un propos auquel vous êtes, une récupération à laquelle vous êtes indifférent, ou quelque chose qui vous heurte, qui vous blesse, qui vous gêne. Voilà, je pense que nous sommes plusieurs à avoir envie de vous entendre sur ce sujet. Bien sûr, non, vous avez raison. Je suis pas heureux d'avoir des amis que j'ai pas envie d'avoir. Ça me paraît évident. J'aimerais aussi avoir des amis que je n'ai pas, et on n'est pas forcément non plus heureux de ça. Il y a juste un moment où on n'écrit plus pour avoir des amis ou des ennemis, parce qu'on a en face de soi des gens qui sont pas forcément intéressés par la vérité ou par la coïncidence entre ce qui a eu lieu et l'idée. Enfin bon, on pourrait s'entendre sur la question de la vérité, mais effectivement, je suis pas forcément content d'avoir des gens qui se voudraient mes amis sur ce sujet-là. Moi, je pense que quand Alain pense en termes internationalistes, moi, pour le coup, je serais hegelien, et je crois vraiment que on peut penser les civilisations en termes de morphologie. Je suis pas spenglerien, hein, entendons-nous bien, mais assez hegelien sur la question des civilisations. Notre civilisation est judéo-chrétienne. Je suis pas suspect de faire l'éloge du judéo-christianisme. J'ai écrit le traité d'athéologie, et je suis l'un des rares à avoir fait savoir que j'étais athée, et athée avec toutes les religions. Donc une partie de ceux qui récupèrent mon discours anti-islam oublie que je tiens le même discours contre le judaïsme, contre le christianisme et contre la totalité des religions. Donc il y a des gens qui ont oublié que je parlais de toutes les religions. Quand je parle de l'islam, on oublie que ça n'est pas au nom du christianisme que je voudrais défendre. Je ne suis pas dans une logique soit conservatrice, soit réactionnaire, disant « ce serait bien qu'on revienne aux vieilles valeurs du christianisme ». Moi, je trouve très bien que ces valeurs aient explosé en mai 68. Je pense simplement que nous sommes dans des civilisations qui ne sont pas encore homogènes. Peut-être un jour pourra-t-on parler d'internationalisme véritable, parce qu'il y aurait une disparition des civilisations au profit d'une civilisation. Alors ça, je l'ai dit, je l'ai écrit. Je pense que nous allons vers la fin des civilisations particulières au profit d'une civilisation communautaire, globale, planétaire, et que l'Oumma est aujourd'hui la première communauté virtuelle qui est dans la déterritorialisation, pour utiliser le vocabulaire deleuzien, dans la fin des nations, dans la fin des frontières, et que nous allons probablement vers ça. Je ne dis ni c'est bien, c'est pas bien, il faudrait pas que ça lieu. C'est ainsi, c'est ce que je pense. Et je me dis, dans les civilisations qui, pour moi, sont constituées à partir des religions et des spiritualités. Une spiritualité, elle infuse une civilisation. Notre civilisation, elle voit le jour avec Constantin. Donc, je ne vois pas la petite politique politicienne, et je suis d'accord avec Alain Badiou sur l'idée que l'islam est instrumentalisé aujourd'hui. Et j'ai bien entendu qu'Alain Badiou avait parlé en partie. Et le en partie m'intéresse, et je souscris à votre analyse. En partie, mais pas complètement. Et on peut donc imaginer que cette civilisation qui est la nôtre, à savoir judéo-christianisme avec une date de naissance qui est Constantin qui prend le pouvoir, etc., fait que nous sommes en fin de course et que cette civilisation, elle disparaît. Elle s'effondre. Pour moi, la civilisation occidentale est en train de s'effondrer. Je ne suis pas comme des Finkielkraut ou quelques autres qui nous diraient « c'était quand même mieux, revenons à un ancien temps ». C'est ainsi. C'est ni rire ni pleurer, mais comprendre. En ce sens, s'il y a un leadership possible à prendre sur la planète, je pense qu'il faut une civilisation forte, puissante, avec une spiritualité audacieuse, conquérante, et qu'elle est islamique. Je dis simplement qu'il y a, pour utiliser le vocabulaire de Nietzsche, une grande santé islamique planétaire. Et de fait, je pense que s'il y a un leadership à prendre pour non plus une civilisation, mais la civilisation, elle est plutôt à aller chercher cette civilisation du côté de l'islam, qui n'est pas, si j'en crois le Coran, les hadiths du prophète ou la biographie de Mahomet, qui n'est pas une idéologie dans laquelle on parlera de liberté, d'égalité, de fraternité, de féminisme et de laïcité. Donc c'est tout ce que j'ai dit, que par ailleurs des gens qui sont mes ennemis sur le fond puissent aller prélever ici ou là telle ou telle phrase, c'est le jeu de l'époque où le prélèvement permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais je le déplore, bien sûr. Est-ce que pour retenir une des idées nombreuses énoncées par Michel Onfray, est-ce que vous êtes d'accord, Alain Badiou, pour lier comme ça, finalement, le destin, la santé d'une civilisation à son dynamisme religieux, puisqu'il s'agit un petit peu de ça?
Je pense que la question religieuse est une question absolument construite de façon artificielle aujourd'hui dans le débat planétaire et qu'elle sert de chiffon rouge ajouté devant un certain nombre de camps occidentalistes, laïques, etc., pour dissimuler que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est la création progressive d'une civilisation unique, parce que unifiée en profondeur par l'expansion du modèle capitaliste de développement, de pensée, par la philosophie qui va avec, qui est l'individualisme intéressé. Alors, même dans les pays arabes, quand on y va, c'est un phénomène qui ne résistera pas à leur inclusion effective, réelle et déployée à l'univers capitaliste. Donc, on nous a déjà fait le coup, après tout. Pendant toute la Troisième République, alors que ce qui était en train de s'installer, c'était le colonialisme d'une part, comme élément quand même constitutif de la prospérité nationale, la préparation constante à la guerre d'autre part, et troisièmement, la mainmise progressive sur l'état des puissances d'argent, on a fait croire que la contradiction avec la curée était le point principal. Ça a animé toute une génération, et finalement on a pensé que la laïcité était une création magnifique, dont le héros était Jules Ferry, qui se caractérise bien plutôt par le fait qu'il a été le grand dirigeant et le grand penseur de l'impérialisme français d'un côté, et un des partisans du massacre des communards de l'autre. Alors moi, cette sorte d'agitation autour de la question des civilisations et de la religion, je pense véritablement que sans dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a rien là, je pense que ce sont des phénomènes retardataires et inessentiels. Et quand on essaie de constituer sur ce point une opinion publique, de quelque façon qu'elle soit, je pense qu'on est dans le leurre. On est dans le leurre et on se détourne de la cible effective, principale et réelle, qui est l'expansion de la puissance d'une oligarchie planétaire, qui aujourd'hui est une oligarchie absolument trans-civilisationnelle. En réalité, les différences réelles entre un émir d'Arabie Saoudite, un bureaucrate chinois et un grand propriétaire industriel européen sont minimes. Elles sont minimes. Ça n'a pas beaucoup d'importance, ces identifications civilisationnelles aujourd'hui. C'est pas du tout ça la question qui nous est posée. La question qui nous est posée, c'est de constituer une force politique, elle-même d'ailleurs transnationale et transcivilisationnelle, capable de laisser de côté la question des identités, qui en effet sont nécessaires à des constructions symboliques, de laisser de côté ces questions d'identité, et de se concentrer sur ce qui est tout de même l'adversaire principal. Si l'adversaire principal, c'est le capitalisme, ce que dans sa forme libérale, ce à quoi je veux bien souscrire, il me semble que l'islam collabore au capitalisme international, au capitalisme planétaire. Bien sûr. Oui, donc c'est pas un ami. L'islam n'est pas un ami de la cause socialiste, pas du tout. De la cause sociale. Donc entendons-nous bien, on peut aussi considérer que l'islam, en tant qu'il est, et moi pour le coup, je serais marxiste. Là, je trouve que la religion est vraiment l'opium du peuple, le soupir de la créature opprimée. Et je trouve étonnant qu'un certain nombre de personnes puissent aujourd'hui utiliser cette phrase de Marx en disant que c'est justement ce qu'il faudrait comprendre chez Marx, à savoir qu'il y aurait une espèce d'appel du prolétariat international via la religion qui serait un moment ou un mouvement d'émancipation à l'endroit du capital et du capitalisme international. Oui, ça, je ne pense pas du tout. Mais d'accord, j'entends bien. C'est pourquoi je n'ai pas dit que vous l'aviez dit, mais j'ai dit que ça se dit. Et que je suis assez sidéré de voir qu'on fait de la religion aujourd'hui une espèce de recours, simplement parce qu'il y aurait une pulsion assez anti-occidentale qui viserait à dire tout ce qui détruit l'Occident est une bonne chose. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Et comme on lit la plupart du temps l'Occident, l'Amérique, les États-Unis, le capitalisme, le sionisme, l'existence d'Israël, il y a une espèce de vaste soupe qui est faite ici. Je dis, mais est-ce qu'on ne peut pas tenir tout simplement une position athée, ce qui est ma position, donc évidemment sur l'islam. C'est la mienne aussi. Je suis absolument et rigoureusement athée. Oui, non, mais je le dis et le proclame partout. Oui, mais quand on pense l'islam, il ne faut pas seulement le penser comme une espèce de catégorie économico-politique, c'est aussi une catégorie spirituelle, une catégorie métaphysique, qui envoie les gens dans des endroits et pas dans d'autres, qui envoie les gens dans les mosquées, qui met les femmes à la cuisine, qui les interdit d'école, d'éducation, ça se voit
voit... C'est exactement ce que faisaient les démocrates chrétiens en Italie et en Allemagne il y a seulement 50 ans. Je suis d'accord. Absolument. Donc il n'y a pas de singularité de ce phénomène. Quand toutes ces sociétés seront plongées dans le capitalisme marchand et commercial que nous connaissons, eh bien, croyez-moi, ils préféreront se constituer comme sujet en comparaissant devant le marché et en achetant les objets qui leur sont nécessaires. Et petit à petit, ils ne se soucieront plus tellement d'aller à la mosquée. Et les mosquées se videront un jour, comme les églises se sont vidées chez nous. Ça, c'est votre optimisme, et c'est probablement ce qui nous sépare le plus profondément. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois tout à fait. Que le consumérisme fera bonne mesure avec l'islam, et que regardez ce qui se passe dans les Émirats arabes, ou au Koweït, ou au Qatar. Aucun de ces pays n'est un pays développé. Aucun grand pays développé n'a vu la religion s'installer dans des positions de pouvoir. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait de pays développés. Je dis que l'alternative, c'est vraiment théocratie ou démocratie. On s'est assez battu depuis la Révolution française pour justement faire reculer la théocratie judéo-chrétienne, pour ne pas souscrire à une nouvelle théocratie sous prétexte que celle-ci serait plus politiquement correcte ou défendable que les autres. Moi, je pense que la vérité, c'est que Dieu est mort. Voilà. Il est mort. Et cette agitation autour de la religion, c'est l'agitation autour d'un cadavre. Voilà. Et le côté cadavéreux de cette chose-là se signale par le fait que les véritables militants de cette affaire sont des militants de la pulsion de mort. Les terroristes, c'est ça. Ce sont des militants de la pulsion de mort. Tout ça sans son cadavre. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout le monde sait bien que le développement effectif du capitalisme, c'est aussi la fin de la religion. Il n'y a pas de contre-indication à cela. C'est pas parce qu'il y a des émirs qui tirent profit du capitalisme que la religion va pouvoir se targuer de ça pendant très longtemps. Il y a eu aussi des évêques ou des papes qui tiraient profit du capitalisme pendant des siècles. La religion musulmane mourra lorsque son temps de mourir sera venu. Ah oui. Voilà. Ça, je le pense aussi. Je pense effectivement que les civilisations ont leur durée. Je pense que cette civilisation aura aussi sa durée. Je pense simplement que vous savez que le propre de Dieu, c'est de ressusciter. Et que s'il y a eu un temps où effectivement il était franchement mort, je pense qu'aujourd'hui, le cadavre se porte bien et qu'il revient absolument en force. Je dirais Dieu est ressuscité. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Moi, je ne crois pas du tout à un retour de la religion. Je pense que c'est un faux semblant, véritablement. Je pense que c'est un faux semblant qui est lié, lui, à une faiblesse transitoire de l'idée communiste. Parce qu'on sait très bien, ce retour de la religion, c'est quoi ? C'est venu combler, en particulier chez un certain nombre de jeunes des milieux populaires et ouvriers, le délaissement total dans lequel ils ont été laissés par le mouvement communiste dans son existence ancienne. Et donc notre devoir, ça n'est pas prioritairement de contribuer à la construction du spectre planétaire de la religion musulmane. Notre devoir, c'est de combler ce manque. Voilà. Et c'est une tâche dans laquelle nous autres philosophes qui sommes de ce côté de la barricade, si je puis dire, nous sommes quand même fortement conviés. Oui, mais je le crois, mais... Pardon. Non, je vous en prie. Non, mais je crois qu'on peut mettre l'accent plutôt sur ce qui libérerait des religions, plutôt que sur cette religion considérant qu'elle est accessoire, transitoire, qu'elle disparaîtra. Moi, je ne crois pas. Ou alors, si, vous avez raison, mais au regard des siècles. Effectivement, toutes les religions naissent, vivent, meurent. Ça fait partie des civilisations, donc elles sont soumises aussi à la loi de l'entropie. Mais pour l'instant, il me semble que ce Dieu-là, le Dieu monothéiste, il fait encore la loi, et beaucoup la loi. Mais d'accord avec vous sur l'idée qu'il fait la loi, là où précédemment, éventuellement, l'idée communiste faisait la loi et ne fait plus la loi. À l'évidence, c'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur des alternatives à proposer en termes de gauche. Moi, je fais ma proposition de gauche libertaire, mais pas audible. Mais on n'est pas audible sur ce terrain-là, donc d'autres le sont avec des arguments plus courts, ceux des religions. Oui, ça, je serais d'accord avec la description de la situation que vous faites. Mais vous voyez que ça doit nous pousser à nous interroger sur nos propres faiblesses plutôt que sur la force des autres. La religion vient mécaniquement combler un certain nombre de manques dans les masses populaires. Quand c'est pas la religion, ça peut du reste être aussi la pensée d'extrême droite. Hein. Ça peut être des nouveaux fascismes. Hein. Et on sait bien que les nouveaux fascismes, comme les idéologies fondamentalistes, prospèrent là où la pensée émancipatrice est faible. Voilà. C'est ça le problème. Et donc, comment muscler, comment donner force à la pensée émancipatrice ? Encore une fois, je pense que ça ne peut être qu'au nom d'une idée elle-même puissante, elle-même forte.
Parce qu'effectivement, Dieu est mort, mais son cadavre est considérable. Et pour être à la mesure de ce cadavre, il nous faut une idée d'une force historique, rénovée et compatible avec la situation contemporaine. Ce à quoi, je crois, ne suffira pas l'invocation de l'individu attaché à des micro-situations réformatrices. Pour essayer peut-être de mieux comprendre un petit peu votre position, Michel Onfray, puisque vous évoquiez à l'instant une gauche libertaire comme alternative à un socialisme autoritaire ou a fortiori à une gauche libérale de gouvernement, vous avez publié il y a 2 ans un essai sur Albert Camus dont vous aviez fait justement vraiment l'incarnation de cette gauche libertaire, conseilliste, autogestionnaire, qui aurait été bâillonnée des années durant par les marxismes régnants, notamment dans un pays comme la France, et notamment par le camp sartrien auquel Alain Badiou aime à se référer et qui est sa formation. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Est-ce que je ne sais pas si vous l'aviez suivi à l'époque, mais enfin, disons que la résurrection de la figure d'Albert Camus, comme celle de George Orwell, côté anglais, à laquelle on assiste aussi en France depuis quelques années, quel sens lui donnez-vous? Et est-ce que vous y voyez malgré tout une ressource politique possible? Ma position à l'égard de Camus est une position qui n'est pas tout à fait réductible à celle de Sartre, parce que je dois confesser que je trouve que c'est un grand écrivain. Ça, oui. Notamment, je pense que des livres comme L'étranger, un classique, ou La Chute, à laquelle je suis particulièrement sensible, sont d'authentiques grands livres de la prose française. Philosophiquement, honnêtement, je pense que c'est extraordinairement faible. Ça, vraiment. Je pense que je n'ai jamais vu dans Camus quelque chose qui relève à proprement parler de la philosophie. J'ai bien vu la dimension d'essayisme, j'ai bien vu la récollection d'un certain nombre d'idées éparses, etc. Mais j'ai absolument pas vu une construction philosophique solide. Et donc je me pose pas trop, moi, la question de savoir quel peut être le rapport de Camus à la possibilité politique contemporaine, à raison de ce sentiment que Camus, pour moi, il appartient au registre de l'art, en fait. Il appartient au registre de l'art de la prose. C'est là que Alors, je pense que Michel Onfray dirait que c'est là que je le cantonne. Je vous laisse répondre tout de suite, Michel Onfray, mais l'idée comme ça d'une oblitération, d'une domination de toute une pensée de gauche alternative par le règne marxiste et le règne sartrien, c'est une chose que vous récusez totalement? Non, je ne la récuse pas totalement. Historiquement, c'est réel. On pourrait mentionner Camus, mais on pourrait mentionner le groupe Socialisme et Barbarie, on pourrait mentionner la persistance, notamment durable dans le mouvement ouvrier français, de tendances qui, en réalité, étaient plus anarcho-syndicalistes que communistes. Le communisme français a eu la particularité de mettre la main sur l'anarcho-syndicalisme, mais sans arriver véritablement à l'anéantir entièrement. Donc il y a eu des tendances sous-jacentes qui n'ont pas été exterminées, si je puis dire, surtout pas par le marxisme officiel qui était diffusé par le Parti communiste. Non, il y a eu des tendances, il y a eu des contre-tendances. Mais je pense que Camus est plutôt un symptôme littéraire de l'existence de ces contre-tendances qu'un penseur véritable des nécessités politiques du moment. En outre, il n'est allé qu'à reculons, pour des raisons qu'il a expliquées, il n'est allé qu'à reculons dans le combat anticolonialiste, alors que le combat anticolonialiste était quand même central dans les années 50 et 60. Je souscris à votre remarque de la faiblesse formelle de Camus. C'est vrai, il ne savait pas construire les livres de philosophie qui ont été les siens. Il y a un travail philosophique pas construit, peu construit, mal construit. Je veux bien souscrire à ça. Effectivement, il y a une espèce de copier-coller, dirait-on aujourd'hui, d'idées, de sensations, d'émotions, de perceptions, d'indignation. Il allait probablement trop vite. Je veux bien souscrire à tout ça. Mais pour autant, c'est pas parce que la forme n'y est pas que le fond ne s'y trouve pas. Je pense qu'il faudrait, et peut-être un jour le ferai-je, mais faire une anthologie de ce que Camus a pu dire sur le terrain libertaire pour montrer qu'il y a une cohérence. Il faut lire l'œuvre complète.
complète, je sais que vous l'avez fait, mais dire l'œuvre complète, avoir bien établi ses fiches, les faire croiser pour voir qu'il y a une vraie pensée politique anarchiste chez Albert Camus. D'ailleurs, le livre dont vous parlez, je voulais vraiment le faire au départ uniquement sur la politique de Camus, puis c'est devenu une espèce de gros livre. Moi, je persiste à penser qu'il a été dans une logique anticolonialiste, et très tôt. C'est-à-dire vraiment, quand il écrit Misère en Kabylie, il dénonce les méfaits du colonialisme. Quand il écrit dans Alger républicain, il dénonce les méfaits du colonialisme. Simplement, il ne pense pas en termes jacobins, marxistes, la question de l'État et la question de la nation. Et lui, il ne pense pas que la fin du colonialisme, ça passe par l'abolition de l'État français présent en Algérie avec la création d'un État algérien. Il ne pense pas comme ça. Ce serait penser non pas en anarchiste, mais en nationaliste, en jacobin, en marxiste, ce qu'il n'était pas. Il dit on doit pouvoir penser une configuration qui sera fédéraliste, qui sera mutualiste d'une certaine manière. Il dit, c'est moi qui dis proudhonienne, mais il est dans une perspective proudhonienne. Il le dit, là encore, vous avez raison, avec des faiblesses formelles dans Actuel 3, et concrètement, parce qu'il mélange la théorie avec un certain nombre de cas qui sont les cas qui lui permettent des articles journalistiques, etc. Mais il est anticolonialiste. Simplement, il pense que le traitement du colonialisme ne passe pas par la création d'un nouvel État, d'un État supplémentaire. Donc effectivement, il y a par défaut formel, vous avez raison, une invisibilité d'une vraie théorie libertaire chez lui, qu'il ramène à la Révolution française, et c'est ce que je ferai, c'est-à-dire dans un deuxième temps, dire qu'il y a une tradition libertaire dans la Révolution française, qu'elle n'est pas forcément à chercher du côté de quelqu'un qui serait un précurseur de tel ou tel, parce que moi je pense qu'on doit pouvoir opposer un socialisme français à un socialisme allemand. Je pense que dans la pensée anarchiste, il y a des gens qui sont soucieux d'hégélianisme parce qu'ils ont été marqués par Hegel. Je songe à Bakounine, je songe à Kropotkin. Et puis une tradition française qui, elle, ne l'est pas, et qui est même anti-hégélienne. Proudhon est dans une critique, nous parlions tout à l'heure de la dialectique, mais mécompréhension, incompréhension, dira-t-on. Moi, je pense simplement que la dialectique proudhonienne n'est pas la dialectique hégélienne et que Marx a triomphé facilement en montrant l'incapacité qu'avait Proudhon, si l'on veut, à comprendre Hegel comme il aurait fallu le comprendre. Donc je pense qu'il y a une tradition libertaire, par exemple chez les Girondins, dans le provincialisme, dans le refus de l'État centralisé, dans la possibilité d'avoir un souci du peuple. Donc il y a une tradition qui est là, et qui continue jusqu'à Camus, qui passe par la Commune, et la Commune n'a pas été marxiste, comme vous le savez, mais Marx a réussi à écrire l'histoire, ou à faire réécrire l'histoire sur ce terrain-là, mais quand même, il y a eu 20 000 morts, comme vous le savez, qui sont, pour beaucoup, des proudhoniens, ou des libertaires, ou des blanquistes, vous avez raison. C'est pas la même chose. Bien sûr, mais quelques fourriéristes aussi, enfin, mais simplement, si on veut être d'accord sur cet ensemble, pas des étatistes et des autogestionnaires. La Commune, elle est plutôt autogestionnaire, et elle est égorgée. Donc toute l'espèce de sang libertaire qui provient de la Révolution française et qui passe par là, il disparaît au profit d'un Marx qui fonctionne comme il voulait fonctionner sur le terrain politique, c'est-à-dire qu'il fait un coup d'État sur l'avant-garde éclairée du prolétariat au XIXe siècle, et l'écriture devient marxiste. L'écriture de la gauche est marxiste. Et Sartre, effectivement, fait une écriture marxiste de la gauche en nous disant l'alternative, c'est simple, c'est cette gauche-là, sinon c'est la droite. L'alternative, à l'époque, c'était pas Raymond Aron ou Jean-Paul Sartre, ça pouvait être Albert Camus. Vous avez raison, les faiblesses formelles sur le terrain de la théorie font que Camus n'est pas audible parce que il a noyé ses considérations philosophiques dans des ouvrages qu'il a mal construits, dans des ouvrages qui prenaient appui sur des faits journalistiques, et de fait, il y a toujours une invisibilité de la pensée libertaire de Camus, invisibilité qui a été, en plus de ça, augmentée par la violence de Sartre, des temps modernes, de Janson, de l'abattage dans les temps modernes d'un Camus qui ne s'en est pas remis. Ou le Jean-Jacques Brochier, Camus, philosophe pour classe terminale. Il y a toujours cette idée que Camus serait un philosophe pour classe terminale simplement parce que il manifeste ce que j'appellerais le refoulé du socialisme français, c'est-à-dire un socialisme libertaire, autogestionnaire, qui n'a toujours pas sa place et avec une invisibilité encore aujourd'hui. Ce serait un peu conclusif ce que je vais dire, parce que d'une certaine façon, nous continuons là, c'est ce que vous êtes en train de soutenir, une longue disputation historique. Absolument. Finalement. Absolument. Girondins et Jacobins. Marx-Proudhon. Voilà, Marx-Proudhon. On peut même passer au passage par Hegel et Stirner. Ah oui, l'unique et sans propriété. Et puis, et pour finir par Camus et Sartre. Oui. Voilà, et donc, au fond, il s'agit de l'explication prolongée, indéfinie, spécifique à la tradition française, de deux traditions qui,
ne se rend compte que fugitivement face à l'ennemi. Et c'est dommage. C'est dommage. Oui. En tout cas, peut-être. Non, sûrement. Sûrement. Je pense que l'union est intéressante et qu'on devrait la faire, et que tant qu'on ne la fait pas, on laisse en face des gens qui, eux, sont capables de la faire au nom du capital. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais vous voyez bien dans l'ensemble de notre discussion que la controverse porte aussi sur ce que peut être la logique de l'union elle-même. C'est ça le problème. Oui, oui, c'est vrai. Cette émission touche, hélas, à sa fin. Les problèmes que nous pourrions aborder sont encore vastes, une autre fois peut-être. merci beaucoup, Michel Onfray, d'être venu nous voir. À très bientôt, Alain Badiou, pour une nouvelle émission de Contre-courant.